Le moment est plus qu'opportun, avec le message du président de la République sur l'état de la nation, pour qu'au nom de notre engagement au service de la nation, nous nous présentions devant vous afin de vous faire partager notre vision du Congo. Je dis bien, vous faire partager notre vision du Congo. Et non pas seulement vous traduire notre réponse au message du chef de l'État comme l'ont fait, et avec brio, tant de mes amis de l'opposition qui m'ont précédé, et parmi lesquels le président Guy Brice Parfait Kolela. En effet, la tentation est grande de se soumettre à cet exercice qui peut paraître puéril, d'autant qu'il n'ouvre aucune perspective en se limitant à la critique du dit message. Opportunément, il ne change rien au quotidien de nos compatriotes et au discours politique. La présente conférence de presse s'inscrit par conséquent dans une dynamique de paix, d'unité et de progrès. Que de sujets abordés par le président de la République, parfois avec superfluité, l'éducation, la santé, l'employabilité des jeunes, mais aussi des thématiques comme la gouvernance, la lutte contre les antivaleurs et singulièrement la corruption, face auxquelles l'échec du gouvernement est cuisant. Et que dire de la vacuité sur le dialogue, le silence sidérant sur les questions politiques, notamment la libération des 2 candidats à la dernière élection présidentielle, qui participent pourtant de l'apaisement et de la réconciliation nationale, tout comme de l'élection présidentielle de 2021, dont il n'a dit aucun mot. L'opposition politique congolaise considère que le président de la République a un devoir de vérité vis-à-vis des Congolais. À ce titre, apporter des réponses aux questions que se posent les citoyens est pour lui un devoir moral. Au sujet de la lutte contre la corruption, par exemple, le pari semble perdu en raison des atermoiements, s'il vous plaît, constatés depuis bien longtemps. Et tenez, le Congo a commencé à se saisir de ce phénomène au début des années 2000, avec la mise en place d'un cadre légal, en ratifiant les conventions des Nations Unies et de l'Union africaine. Le 14 septembre 2005, le Parlement congolais a voté la loi autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le même jour, il a adopté la loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Pourtant, en 2019, notre pays est toujours classé parmi les pays les plus corrompus au monde. Les indicateurs annuellement publiés par les organismes indépendants, comme Transparency International, dont la crédibilité en la matière ne peut être mise en doute, le démontrent fort bien. Pour marquer sa volonté politique de faire résolument face au phénomène de la corruption et ses multiples variantes, le président de la République lui-même, devant le Parlement réuni en congrès, fustigeait le 14 août 2003 les responsables politiques et administratifs à tous les niveaux qui, je le cite, pour sauvegarder des solidarités primitives ou pour conserver des positions politiques ou encore simplement par complicité active ou passive, en tous les cas intéressés, ne prenaient aucune mesure salvatrice face aux actes de sabotage commis ça et là sous leurs yeux. Il poursuivait son propos en déclarant, je le cite encore, « Personne ne veut s'attaquer aux univers administratifs, véritable refuge de tous les esprits mafieux, et de conclure, dans un tel contexte, la réforme de l'État devient une question de salubrité publique qu'il faut vite traiter au moyen d'une thérapeutique juridique appropriée, sauf si nous voulons cesser d'exister en tant que peuple et de périr en tant que nation. » Fin de citation. En 2007, un second organe appelé Observatoire anticorruption fut créé afin de suivre la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude. Enfin, en 2019, le Parlement congolais a voté la loi créant la haute autorité de lutte contre la corruption. Malgré cet arsenal juridique, le Congo demeure hélas un mauvais élève, ce qui complexifie la mise en application de l'accord obtenu au forceps avec le FMI.
Mesdames et messieurs les journalistes, pendant près de 2 heures d'adresse au Parlement, le président de la République a superbement ignoré de tracer une perspective d'apaisement politique dans le pays. Préoccupé par l'élection présidentielle à venir, l'opposition politique congolaise rappelle que les joutes électorales sont dans la plupart des cas source de conflits lorsqu'elles sont mal organisées. De 1959 à 2016, notre histoire politique liée à l'élection est marquée par des parenthèses de sang. Nous sommes fermement attachés à la paix, d'où notre interpellation maintes fois répétée à l'endroit du président de la République, à préserver la quiétude des Congolais en organisant une élection dont l'issue permettra de mettre tout le monde d'accord. Conscient des pesanteurs et du manque de volonté manifesté par le gouvernement, il nous paraît nécessaire de porter notre réflexion sur une proposition que nous présentons ici. Mesdames et messieurs les journalistes, je l'ai dit en prologue à ce propos liminaire que la présente conférence de presse s'inscrivait dans une dynamique de paix, d'unité, de démocratie et de progrès pour notre pays. Elle ne se limitera pas à une réponse au message du président Sassou. Bien plus, nous devons réfléchir à la meilleure voie possible qui conduise notre pays vers une alternance apaisée après tant d'années de pouvoir PCT. Il est aussi un fait incontestable. Sans alternance, on ne peut parler de démocratie. Et l'alternance dans notre pays ne sera possible que si la question de la gouvernance électorale est fondamentalement réglée. Pour cela, la responsabilité pleine et entière des acteurs politiques, de la majorité et de l'opposition est vivement interpellée. Il s'agit là d'une question existentielle, préjudicielle pour le Congo, dont l'abaissement des principaux indicateurs sociaux, économiques et culturels ne peut laisser impassible tout patriote congolais. De ce fait, pourquoi rejeter le dialogue fraternel, réparateur, qui sous d'autres cieux a permis des avancées significatives, quoique n'étant pas la panacée, j'en conviens. Et ceux qui le rejettent, que proposent-ils d'autre? La force? L'insurrection? Pourtant, le génie congolais peut nous offrir le mieux, en puisant dans notre histoire et dans nos expériences vécues, en magnifiant les valeurs de tolérance, de paix et de justice. À la vérité, il ne peut y avoir d'élection crédible dans les 12 mois à venir, en l'absence d'un corps électoral fiable. À la vérité, il ne peut y avoir d'élection crédible dans les 12 mois à venir, en l'absence d'un corps électoral fiable, résultant d'une refonte totale du fichier électoral. S'y ajoute Merci. À la vérité, il ne peut y avoir d'élection crédible dans les 12 mois à venir, en l'absence d'un corps électoral fiable, résultant d'une refonte totale du fichier électoral. S'y ajoute l'introduction de la biométrie, la restructuration de la CNI, le découpage électoral, l'application des décisions découlant de la concertation de Ouesso, notamment le plafonnement des frais de campagne électorale. Ce travail titanesque, non encore commencé, ne peut être réalisé en moins de 2 ans, tout en tenant compte de l'exécution actuelle du programme avec le FMI. Et alors, si un consensus national pouvait aboutir au report de l'élection présidentielle à une date qui permettrait de régler en profondeur la question de la gouvernance électorale, pourquoi on ne s'y engagerait pas? Ce qui aurait pour conséquence 1. La mise en place d'un gouvernement de consensus et d'union nationale chargé principalement de préparer cette élection majeure, d'exécuter le programme du FMI, de conduire les affaires de l'État pendant une période déterminée et convenue, et ce avec la participation de la diaspora congolaise, d'Europe et d'Amérique, qui trouverait là l'occasion de rentrer au pays et de participer activement et librement à la vie nationale. Deux, la prorogation du mandat du président de la République.
avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y rattachent, et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. L'organisation groupée de toutes les élections présidentielles, législatives et locales. La dernière dans le schéma actuel, ce sont les élections sénatoriales pour 2023. Donc on peut imaginer que si ce scénario est accepté, nous irons jusqu'en 2023, au moment où les sénateurs iront pour déposer leur tablier. 4. Le retour de tous les exilés politiques reconnus comme tels. Et enfin 5. L'adoption d'un pacte républicain dont le but est la construction d'une conscience patriotique, démocratique et républicaine au profit de la paix, de l'unité nationale et du progrès inclusif de notre pays. En conclusion, le message du président de la République du 17 décembre dernier, au-delà du rituel, par le silence ou le peu d'intérêt observé, sur des thématiques importantes comme l'élection présidentielle de mars 2021, peut avoir ravivé les exaspérations. Au cours du débat politique des 12 prochains mois, la question de l'alternance démocratique dans notre pays occupera certainement une place majeure. La problématique est toute simple. Comment dans la paix et la concorde, notre pays peut-il connaître un changement à la tête de l'État après 40 ans de règne du président Sassou et de gestion calamiteuse du PCT? Un compromis politique résultant d'un dialogue avec les forces vives de la nation. Le président Sassou reste pour son mandat, reste encore 2 ans de plus. Est-ce que, en tant que chef de file de l'opposition, vous parlez à la presse, est-ce qu'il y a déjà une première démarche qui se met en place, vous, en tant que chef de file de l'opposition, pour en parler aux institutions qui sont mises en place, notamment la présidence de la République, puisqu'apparemment vous avez la prérogative d'aller discuter de ces questions-là avec ces institutions. Ça, c'est la première question. La deuxième, je crois, demain s'ouvre le congrès du Parti congolais du travail, dont vous venez d'énoncer les 40 ans de gestion. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à l'ouverture de leur congrès sur la gestion du pays? Merci. Je croyais qu'il était d'un réel intérêt d'en parler à la presse directement pour que lui également soit informé. Mais il n'y a rien de secret. Peut-être pourrais-je vous faire cette confidence. Vous, la presse, vous rencontrez souvent le président de la République. Mais il n'est pas permis à tout citoyen de rencontrer si librement le président de la République. Mais si jamais, au moment où nous avons eu cette réflexion, si jamais nous en avons eu la possibilité, nous aurions dû en parler avec lui. Donc c'est faute d'avoir eu cette possibilité de discuter directement avec lui que nous ne lui avons pas réservé la primeur. Et c'est à vous que nous l'avons réservé. Et je ne vois pas en quoi serait-il mauvais de parler directement à la presse et que vous le lui rapportiez par les canaux habituels de la presse. Le congrès du PCT, je ne voulais pas en parler, mais j'ai toujours dit que le PCT, c'est le parti qui est au pouvoir, qui gère nos vies, qui a notre destin entre les mains. Il est en congrès pour régler des problèmes internes. Mais je pense qu'en réglant les problèmes internes, le PCT a un regard et l'aurait tendu vers les cris de cœur des Congolais, la souffrance des Congolais, surtout des couches les plus vulnérables. Et qu'il ne s'agit pas seulement d'aller à un congrès pour remplacer un secrétaire général par un autre, mais il s'agit pour eux de prendre des décisions pour stabiliser la vie nationale, entendu la vie économique, la vie sociale. Et c'est ça que nous attendons du PCT. Autrement dit, le 28 ou le 29, ou disons le 31, quand ils nous donneront les résultats de ce congrès, je souhaite pour eux que la guerre qui avait commencé, mais guerre de positionnement s'arrête et que désormais le PCT s'occupe des problèmes de l'État, puisque c'est le parti au pouvoir. 40 ans au pouvoir, mais pour un résultat catastrophique. C'est ça aussi le bilan du PCT. Et j'espère qu'au moment où ils se réunissent, ils y pensent fortement pour laver le désaveu infligé par les Congolais. Toutes les consultations, vous savez, le PCT n'a jamais gagné.
mais par des moyens les plus frauduleux, le PCT est toujours sorti vainqueur. Maintenant, ils nous mettent au défi, peut-être, au défi de nous prouver que démocratiquement, libre, comme nous venons de le proposer, le PCT est capable de gagner une élection organisée consensuellement. Je pense avoir répondu à vos deux questions.